Vous avez aimé le film? Oui, parce que c'est une avant-première. Le film va sortir le 13 décembre, je crois. Et donc, ce qui est très important aussi pour Émilie Deus, c'est d'avoir votre retour, parce que c'est important pour la sortie du film, la continuation et toute sa vie à venir, de vraiment pouvoir échanger avec vous, et que vous puissiez ensuite, si le film vous a plu, en parler autour de vous, pour que le film puisse avoir la vie qu'il mérite. Je sais pas, ça marche là? Non, tenez pour celui-là. Celui-là, c'est bon. Ouais, ce qui est très bizarre dans les avant-premières, et j'avais pas réalisé ça à ce point, là c'est le tout début, c'est que normalement le film il est fini, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis c'est sa vie, quoi. Et j'avais pas mesuré à quel point les avant-premières sont émouvantes, parce que vous remettez en question à chaque fois la qualité du film. Alors qu'il devrait être fini, je devrais passer à autre chose, et je suis systématiquement ramenée à est-ce que les gens vont aimer ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai voulu raconter, ça passe ou ça passe pas, est-ce qu'il y aura du monde, est-ce qu'il n'y aura pas de monde, et à chaque fois ça me remet dedans, alors que normalement il est fini ce film. Donc c'est très bizarre, quoi. Oui, ça vient d'où cette histoire? Ça vient d'un ami commun à moi et à la scénariste, qui a fait exactement ce qu'a fait Franck, c'est-à-dire il a acheté une maison à la campagne. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup par ailleurs, c'est important pour le reste de l'histoire, et quand il a eu cette embrouille avec le voisin paysan, il a eu cette idée, on ne peut plus étrange, on va appeler ça étrange pour être sympa avec lui, de dire, voilà, il faut que je sois légitime. Il est exactement comme Franck, hein, incapable de s'occuper d'une quelconque terre, ultra parisien, enfin il n'a rien à voir avec le monde du travail agricole. Et donc il a eu l'idée de devoir avoir un tracteur pour être légitime. Et moi, comme c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par ailleurs, et que je vis la moitié du temps à la campagne, je me suis lancée, mais à corps perdu, pour lui faire plaisir, pour lui trouver un tracteur, pensant que ça allait être réglé en 2 semaines. Et au bout de 6 mois, j'avais toujours pas de tracteur, parce que je rencontrais des gens de la campagne aussi fous que lui, qui prêtaient leur tracteur, qui voulaient bien le vendre, puis finalement non, et puis c'est pas possible, c'est à mon père, c'est pas à mon père. Enfin, je me suis beaucoup inspirée de tout ce que j'ai vécu, même si on a dramatisé avec la scénariste. Et donc, à un moment avec Marie Desplechin, on s'est dit, mais c'est pas juste une anecdote, ce qui se passe, ça a l'ampleur d'une histoire, c'est-à-dire on touche à une humanité, une espèce de folie chez Franck qui est plus ample, qui a plus d'ampleur que juste la petite histoire, quoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un film. Et c'est vrai, moi j'ai acheté il y a 1 an une maison. Voilà, vous avez acheté un tracteur. Et il y a partout autour, effectivement, tout le monde parle de tracteur, et de s'acheter un tracteur, ou de changer de tracteur, et d'aller voir à droite à gauche où il peut y avoir un tracteur pour échanger avec celui qu'on a déjà. Et c'est ce qui est drôle, c'est que c'est des machines qui sont vieilles, hein. Celle-là, le David Brown, il date de 75 ou un truc comme ça. Et ça vaut de l'or, enfin, c'est plus précieux. En trouver un et arriver à le faire lâcher par un paysan qui l'a, c'est un vrai boulot, quoi. Mon voisin, il doit avoir au moins 4 ou 5 tracteurs, une vieille moissonneuse-batteuse, parce qu'ils adorent. C'est vraiment un objet. C'est comme c'est comme les gens qui ont des voitures de collection. Ouais. Ils ont des tracteurs de collection. C'est la même chose, oui, c'est la puissance de la machine, quoi.
Si vous avez des questions, Voilà. je vous réponds avec plaisir. Sinon, je vais faire un monologue et ça va m'angoisser. Alors attendez, il faut juste que mon est enregistré. Je vous passe le micro si ça vous dérange pas. Parce que c'est Il n'y a peut-être pas de questions. Hein. Ça s'est passé où exactement? Monsieur, je viens de demander. Attendez. Il a demandé où ça se passait. Et ça se passe dans le centre de la France, entre Limoges et Cahors. À peu près, ouais. Sud-Creuse et Nord-Corrèze. Monsieur est spécialiste beaucoup mieux que moi. Non, mais j'ai vu. Je ne sais pas si c'est la Dordogne. Il y a un bout en Dordogne. Ouais, on a été jusque... Ouais, parce que je voulais que les paysages changent. Donc on est descendu là où il y a des cailloux blancs. Alors que le Limousin est très vert. Il y a une question ici. Il y a une question. Oui, là, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi le Limousin. Alors, je sais que c'est une terre très agricole parce que j'en viens. Alors, merci, parce que ça mettait un peu, en effet, cette région à l'honneur. Donc, il y avait de très belles images, des petits coins que j'ai reconnus. Donc, ça, c'était très sympa dans le film. Et dans la vraie histoire, du coup, votre ami, il est resté en Corrèze et il a fini par donner ses terres en fermage ou il s'est entêté? Il avait, à la manière de Franck, il avait cette détermination absolue, mais parce que je pense que tout le problème qui est plus général, hein, qui nous arrive à tous, c'est que Franck comme Michel ont une certitude, la certitude de l'autre. Franck a la certitude que il doit lutter contre Michel, il doit avoir un tracteur. Et tout le voyage, hein, enfin, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il se met un peu en danger, cette certitude un peu idiote qui le rend même, je trouve, limite antipathique au début, lâche. Parce que tout d'un coup, il se met à regarder les autres et il se rend compte qu'en fait, évidemment, il veut un tracteur, mais il veut être copain avec Michel surtout. Et je pense que c'est un parcours pour arriver à une forme d'amitié avec Michel. Et Michel, de son côté, c'est la même chose, quoi. Il est tellement certain que c'est un crétin de Parisien et qu'il n'y a rien à en faire. Et puis, quand même, je pense que le Parisien, il l'épate, quoi. Donc c'est ce rapport-là, c'est comment vous lâchez vos certitudes pour retrouver une humanité que vous avez perdue. Dans le cas de Franck, je pense qu'il est tout fait sans le savoir, quoi. Enfin, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Le micro, oui, le micro. s'il est resté, oui, pardon. Il est resté totalement, il est totalement resté, il a son tracteur, il en fait absolument rien, je pense. Il a ses 5 hectares face à sa maison. Peut-être il fait un tour en tracteur de temps en temps dedans. Et ça s'arrête là, et tout va bien, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Je crois qu'il y a une deuxième question. Oui, bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup. J'ai trouvé ce film vraiment réjouissant. Merci beaucoup. Vraiment, et ça illustre bien le dicton comme quoi ce qui n'est pas important, c'est le but, c'est le chemin pour y arriver. Et donc, oui. on s'attend toujours à ces histoires de 5 hectares. Et puis, en fait, voilà, cette épopée en tracteur. Enfin, j'ai trouvé ça super. Le casting, la musique, le scénario, tout. Vraiment, bravo. Merci C'est réjouissant. beaucoup. Ça m'a un Merci. petit peu rappelé le film que j'avais beaucoup aimé aussi, que vous avez peut-être vu, qui est également une histoire vraie, Les Folies fermières. Sur ce paysan qui... ce paysan qui... Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est le c'était côté bien, aussi réjouissant que ça, voilà. Ça Bravo me et fait merci très beaucoup. plaisir. Hein. Merci beaucoup. Merci. Une autre question? Il y a une question ici? C'est juste par rapport au titre, en fait. C'est juste par rapport au titre, en fait, 5 hectares. Moi, je pensais qu'on allait vraiment parler de la terre. Et en fait, vous nous faites une sacrée belle surprise parce que c'est un road trip tracteur. Et je trouve ça super bien parce que quelquefois, dans le titre, il y a beaucoup de choses qui sont dites.
Et c'est vraiment, c'est très frais de retrouver, de faire le chemin en même temps que Franck. Enfin, moi, j'ai senti ça. C'est en tant que génial. Si vous spectatrice. avez ressenti ça, je suis. Ah, mais j'étais complètement. Donc voilà, je me disais pourquoi 5 hectares. Et en fait, je trouve ça très bien de noyer le poisson et de nous laisser découvrir. Je sais pas si c'était le but. Quand je vous entends, je suis très très contente d'avoir trouvé ça. Oui. Moi, au début du film, là, le personnage dit le fait de mettre ses vaches devant son pré, ça légalise, c'est-à-dire que ce serait plus à lui après son champ et tout. Est-ce que c'est pas dans la, enfin, je veux dire, c'est pas légal. Si. Normalement. Alors, quelqu'un laisserait ses animaux devant votre... Bien que ça vous appartienne, ça pourrait devenir la propriété de celui qui a les vaches. Oui. Ah bon? Exactement. Oui, c'est ce qu'on appelle la formule exacte, donc c'est l'usucapion. Et c'est ce qu'on appelle en droit une occupation... De fait. Non, c'est plus joli que ça. C'est une occupation... Oui, mais alors... C'est vraiment les baux agricoles. Oui, mais c'est la formule est magique. Alors évidemment, je l'oublie. Une occupation, je sais pas quoi, et paisible. Oui, mais alors dans ces cas-là, il le loue, il fait un espèce de petit contrat, même gratos et tout ça. Non, mais à partir du moment où il y a contrat, c'est à vie. Ah non. Non, mais même sans contrat. Même sans contrat. Ce qu'on appelle un bail oral, c'est-à-dire si... c'est le principe, je crois que ça remonte au droit romain. C'est l'idée, justement, c'est le point de départ de l'histoire. C'est l'idée que la propriété, elle peut être envisagée de deux manières. Soit elle est envisagée d'une manière de domination, c'est-à-dire vous avez la puissance, en l'occurrence financière, pour occuper une propriété. Et puis vous avez une autre manière de détenir une propriété, c'est par l'usage et le travail. Et donc c'est pour ça que les deux s'écharpent au début, avec un Franck plutôt moins sympathique que Michel, puisque Michel revendique, même s'il est bien retors, mais revendique l'idée de travailler la terre, donc de la mériter, donc qu'elle lui appartienne. Et Franck dit, bah non, je l'ai payé. Mais les deux existent. Oui, ça s'appelle l'usucapion. Oui, et vous ne pouvez pas récupérer votre terre. Bah, tant que la personne s'en occupe de manière, je ne sais plus quoi, et paisible, non. Oui, il y a pas mal d'histoires assez, tragicomiques, de gens qui n'ont pas mesuré et qui se retrouvent avec des terrains qui ne possèdent plus. C'est comme une nue propriété Ça, je sais pas. dont vous ne pouvez pas avoir l'usage. Méfiez-vous des vaches. Laissez pas les vaches dans vos champs. Une autre question? Et vous avez pensé à Lambert Wilson tout de suite à l'écriture? Vous avez écrit pour Lambert Wilson ou le casting était ouvert? C'est moi qui parle. Je vous vois. Je suis là. C'est horrible. Non. J'avais à l'écriture, j'essaye de pas penser à des acteurs parce que c'est affreux. Vous vous enfermez avec un acteur et après, si ça marche pas, c'est une catastrophe, quoi. Mais juste après l'écriture, je pensais à lui et deux autres personnes et ça a marché. Lambert m'a répondu tout de suite en me disant que ça faisait 30 ans qu'il attendait ce scénario parce qu'il n'était pas en flanelle, contrairement à ce qu'on pensait de lui. Et à la fois son engouement et tout ce qui m'intéressait chez lui, que ça soit physique, cette grandeur un peu raide, sa manière, évidemment, sa manière de jouer, tout ce qu'il comporte me semblait très juste pour interpréter Franck.
Ah, il est génial. Hein. Puis maintenant, je peux plus le quitter. Quoi. Le prochain film, je vais le faire avec lui. Il est dingue, quoi. Mais c'est vrai que dans ce scénario, c'est l'observation que vous faites de toute cette société des villages, de la campagne, et de l'incursion d'un Parisien dans cette campagne avec tous les faux pas qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment... c'est au couteau. C'est super. Je suis trop contente si vous ressentez ça. Parce qu'effectivement, moi, comme je vis moitié du temps à Paris, moitié du temps à la campagne, j'ai l'impression que j'ai les deux points de vue et que des histoires de conflits qui n'en sont pas vraiment, mais quand même, j'en entends mais tous les jours, que je sois à Paris ou à la campagne, enfin, beaucoup à la campagne. Et moi, ce qui m'importait, c'est de faire un portrait de gens que j'aime, avec leur folie, leur faiblesse, leur charme, sans ce que je trouve un peu difficile souvent dans les films, c'est que la fonction paysanne prend le pas sur l'être humain. Souvent, les paysans sont campés comme des gens qui n'ont que des problèmes de paysans. Et moi, pour les fréquenter beaucoup, d'abord, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et puis, il y en a un, il est accroché à Internet pour trouver une fille. Il y en a un autre. Enfin, tout ce que je décris, c'est des éléments de la vie paysanne qui me semblent être autre chose que juste le rapport aux vaches, quoi. Oui, et tous ces personnages sont très différents. Ils sont vraiment chacun caractérisés avec une manière d'approcher leur vie dans la ferme, le rapport aux autres, etc. Et ça, c'est vraiment effectivement très très humain. Et dans le rapport avec lui, avec Lambert Wilson, à chaque fois, c'est des rapports qui sont très particuliers et enfin, il s'en dégage une humanité qui m'a beaucoup parlé. Ah bah, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Et le rapport, le final de ce film où enfin ils ont trouvé une manière de communiquer. Et à la campagne, c'est vraiment effectivement c'est autour du pastis, et ça finit par des belles histoires. Ouais, je pense que j'adore Marie Desplechin, la scénariste, mais là où elle m'a blousée, c'est quand elle a trouvé la dernière réplique du film et qu'elle lui fait dire je bois que du lait le matin. Là, je me suis dit, elle est vraiment douée. Rien que pour le faire chier, il peut pas s'en empêcher jusqu'au bout. Il va pas, il faut qu'il résiste, quoi. Oui, oui. Et donc dans toute votre carrière, vous travaillez avec des co-scénaristes, avec des scénaristes. Ouais. Et vous travaillez toujours en binôme. Ouais, j'ai jamais. Ouais, je trouve que c'est pas le même métier, quoi. Enfin, moi, je sais, en général, avec les scénaristes, je structure l'histoire, je trouve les scènes, l'assemblage des scènes, et puis après, je les laisse écrire. Parce que là, je sais que je suis incapable d'écrire, de formater une scène. Je peux en parler, je peux dire ce que je veux, je vois le centre, mais mettre la main à la pâte et écrire, je suis absolument incapable. Et du coup, les scénaristes, enfin, en l'occurrence Marie, me renvoient souvent, pour une scène qui fera 1 page au final, elle m'envoie 10 pages. Et là, je sais travailler, je sais faire de ces 10 pages 1 page. Parce que ce qui m'importe, c'est comment cette scène va être du cinéma. Et pour qu'elle soit du cinéma, il faut que je la triture, que je la malaxe, que je la torde, jusqu'à ce qu'il y ait le point de détail qui va faire que le centre de la scène existe, en termes cinématographiques. Et donc, là, j'ai beaucoup de chance parce qu'avec Marie, on s'entend très bien. Mais l'idée de travailler seul, c'est comme si je faisais un film sans chef-op, quoi. C'est pas mon métier. Hein. C'est vrai. En fait, vous apportez votre vision de réalisatrice de comment vous commencez comme une sculpture, à voir comment va se situer le film, les différentes scènes, et vous apportez ce matériel à un scénariste qui ensuite vous ramène quelque chose d'un peu dégrossi.
et ensuite vous faites des allers-retours. Ouais, en fait, c'est beaucoup d'allers-retours. Hein. L'écriture, d'abord c'est long, et puis ouais, c'est beaucoup d'allers-retours. Moi, j'ai même des souvenirs où j'avais des envolées d'écriture, où Marie, très poliment, me disait « Ah ouais, là, c'est vraiment mauvais quand même. » Et j'étais ultra vexée parce que je trouvais ça mais super. Donc oui, il faut vraiment que je travaille avec un scénariste. Et une fois que vous avez fait votre casting, est-ce que vous retravaillez sur le scénario? Sur le scénario, Ah en oui, fonction tout le des temps. comédiens? Tout le temps. Je trouve que ce qui est une des choses difficiles en mise en scène, c'est de laisser passer la vie. Alors là, je le dis un peu facilement comme ça, mais si vous n'êtes pas à l'affût de toujours faire attention de ne pas enfermer des situations, des acteurs, des figurants, des décors, dans un truc formaté, préparé 2-3 mois à l'avance, puisque un tournage, ça se prépare 2-3 mois à l'avance. Si vous n'avez pas toujours en tête qu'il faut que quelque chose échappe à cette préparation, vous avez toutes les chances de tuer des scènes, de tuer des sentiments, de tuer des rapports entre les acteurs. Donc il faut toujours être très attentif. Enfin, moi, je trouve que c'est une des difficultés de la mise en scène, c'est toujours faire attention à ce que j'appelle l'accident. C'est-à-dire, plus vous avez un accident possible qui arrive, même dans un seul plan, plus vous avez de chances que ce plan, tout d'un coup, existe. Mais après, c'est sûr que, pour vous donner un exemple, c'est... vous faites un plan de 2 personnes qui se parlent, ils sont assis, et puis ils se disent des choses, je sais pas quoi, ce qu'on veut, et puis bon, vous faites plein de prises, c'est super, et puis tout d'un coup, dans une des prises, il y a une mouche qui arrive, et là, le garçon qui doit dire à la fille qu'il l'aime et qui ne sait pas comment le dire, ben, il a un autre problème, c'est la mouche. Donc vous avez 2 solutions en tant que metteur en scène. Enfin, je vous donne vraiment cet exemple, je ne sais pas pourquoi il me vient. Soit vous coupez tout de suite en disant « Ah non, il y a une mouche, c'est pas possible, ça sort la scène de son sujet. » Soit au contraire, vous laissez l'acteur se débrouiller avec cet accident. Et les grands acteurs, ils vont le saisir et ils vont créer quelque chose avec cette gêne supplémentaire qui sort le sujet central et donc avec lequel ils vont devoir lutter pour retrouver le centre. Et ça, il y a des grands metteurs en scène qui en parlent. Hein. Après, tous les metteurs en scène ne travaillent pas comme ça. Il y en a qui sont ultra dans le contrôle. Mais en tout cas, moi, je fais toujours attention à ce que l'accident soit possible, quoi. Donc, et dans les dialogues, et quand les comédiens me disent ça, je peux pas le dire, ou je te propose ça, ça veut pas dire que je dis oui tout le temps, mais je fais très attention à ça. C'est laisser jaillir les étincelles de vie qui peuvent tout d'un coup apporter un truc qui va projeter la scène dans quelque chose de très humain et très inattendu, mais qui va positiver. Ouais, surtout sur des films comme ça où l'intrigue est très simple, très ténue. Si le film il repose pas sur c'est pas un thriller, quoi. Donc si les acteurs ou si les séquences sont pas incarnées, bah ça tient pas la route une seconde, quoi. Donc faut d'autant plus. Et ensuite au montage, on se dit merde. Au montage, on pleure. On se dit même pas merde. On est désespéré, on va plus au montage et on se pend dans les toilettes à côté. Et le choix de la musique, parce que je sais que la musique a été... Elle est bien, la musique, hein. Et la musique, ça, c'est ma petite joie, parce que quand j'écris un scénario, j'écris toujours
avec une musique en tête. Et là, c'était un groupe anglais de rock alternatif très, très connu encore aujourd'hui, mais qui a explosé dans les années 80, qui s'appelle Primal Scream. Et quand j'ai fini le scénario, je me suis dit, tiens, je vais proposer au chanteur du groupe, qui est Bobby Gillespie, de faire la musique. Enfin, j'avais cette idée parce que je savais qu'il aimait beaucoup le cinéma, qu'il avait fait qu'il n'avait pas écrit pour il avait pas écrit pour Trainspotting, mais il avait donné un morceau de lui pour ce film, donc j'essaye. Et là, je vois la tête du producteur, mais désespérée, quoi, parce que c'est une vraie star. Et donc tout le monde me dit non, c'est trop gros, laisse tomber. Et puis j'écris à Bobby, qui me répond oui. Mais derrière, il y avait le manager qui a dit oui, mais 50 000 pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils se rencontrent. Là, mon producteur s'évanouit. Je ne sais pas comment ça se passe finalement, puisque moi, de toute façon, j'avais la promesse de voir Bobby. Le reste ne m'intéressait pas. Et quand je l'ai rencontré, c'était étonnant, parce que d'abord, il est écossais. Il parle avec un accent, mais infernal. Et moi, je ne parle pas très bien anglais. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il me disait. Alors, heureusement, j'avais pris un traducteur. Je me suis méfiée. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a vraiment travaillé ensemble 3 heures au café. La première fois où on s'est rencontrés, moi, je connais pas très bien la musique. Enfin, j'ai aucune technique. Donc, je lui parlais plus sentiments, personnages, images. Et lui, il me répondait en musique. Donc il me disait, mais là tu veux plutôt un rythme, et puis il me faisait écouter un fond musical dans le bar où on était. Moi j'entendais rien. Et puis ça, on a avancé comme ça. Et puis d'habitude vous recevez la musique du film en début de montage. Et là, la première semaine de tournage, je reçois 17 morceaux qui sont plus ou moins ceux que j'ai montés, plus géniaux les uns que les autres. Et vraiment, je ne sais pas encore comment ce musicien a fait, sans avoir lu le scénario, sans voir d'image, simplement en me parlant, a fait ça, quoi. Enfin, c'est un vrai génie, je pense, ce type. Il est très, très fort. Donc ça, c'est ma grande joie. J'espère que je pourrai faire tous mes films avec lui. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit je ne présage jamais de l'avenir. J'ai fait ok, c'est bon. Mais c'est tout un travail ensuite de placer la musique sur les scènes. Ça, c'est encore un autre choix. Oui, c'est compliqué avec le musicien. Enfin, c'est le monteur qui prend cher en général. Parce que quand on a commencé à monter, évidemment, il faut que la musique se cale parfaitement par rapport à l'image. Et donc, il faut très souvent que le musicien réadapte un peu sa musique en fonction de l'image. Et quand Bobby a vu la première version montée, il a regardé le monteur, qui en plus ce jour-là avait une rage de dents, le pauvre, et il lui a dit non, mais on m'a prévenu, t'es un nazi. Alors, mon pauvre monteur qui avait mal en plus aux dents le regarde et il dit ouais, t'es un nazi de la musique, on m'a prévenu, les monteurs, ça coupe la musique, parce que lui, évidemment, il fait des morceaux de 4 minutes et nous, on en garde 20 secondes, quoi. T'es un nazi de la musique. Donc, ça commence comme ça. Et puis, bon, comme en plus, c'est une star, on était un peu troublés. Et puis, le lendemain, on a travaillé 2 jours. Ils se sont entendus comme je sais pas quoi, je sais plus comment on dit, il y a une expression, comme larron en foire. Lardon en foire. Pas lardon, larron en foire. Et voilà, mais bon, je me souviens de ce truc de Bobby qui, pour la première fois, comprenait qu'il était au service de l'image, alors que d'habitude, c'est lui qui contrôle tout, quoi. Donc voilà. Oui, c'est toujours la difficulté avec les musiciens. Ouais. D'autres... Est-ce que vous avez... Ah, une question ?
dirais quoi, un jeune en fait qui est pas dans ce mood en fait, qui est pas intéressé par la campagne. C'est plus un urbain, citadin, et il n'a pas trop d'intérêt avec tout ce qui est chant. Parce que votre film, la plupart des jeunes quand on voit dans le film, c'est un jeune qui a été pris en autostop, qui disait, enfin j'attends la fin du monde en gros, et les deux, je crois que c'est les deux enfants du voisin. Mais sinon, au niveau des jeunes, enfin, qui n'ont pas cet attrait, on va dire, pour la campagne, vous leur direz quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est toujours compliqué parce que quand on fait des films avec son cœur. Mais j'ai pas de prétention à dire quoi que ce soit, qui que ce soit. Je pense que les films, comme les livres, comme la peinture, bah, c'est des rencontres, quoi. Soit quelque chose passe et c'est génial et je suis la plus heureuse des filles, soit ça passe pas, c'est pas grave non plus, enfin c'est la vie, ça. Donc quelqu'un qui est pas du tout sensible à la campagne, ou très jeune, c'est-à-dire quand même un public qui va pas beaucoup au cinéma, je sais pas ce que je lui dirais. Après, il peut y avoir une rencontre. Moi, j'ai eu des rencontres incroyables sur des films qui, a priori, étaient vraiment pas une préoccupation de jeunesse. Mais je pense que c'est plus des rencontres. C'est pour ça que c'est important aussi que les gens, quelle que soit la catégorie de la population, qu'on s'enferme jamais dans des trucs qu'on pousse tout le monde à voir. Enfin, moi, je suis à la campagne, pareil. C'est des gens, ils vont jamais au cinéma. Et je les pousse, pas à voir que mon film, hein. Enfin, ce serait peut-être pas mal qu'ils le voient en boucle, mais bon. Mais de les amener au cinéma. Et c'est magique, le regard qu'ils ont. J'ai des souvenirs de personnes, mais à 40 ans, ils n'avaient jamais vu un film un peu consistant, quoi. Ils avaient vu que des grosses machines. Et la première fois, je me souviens, un paysan, je l'ai emmené voir un film de Coris Maki. Mais c'était éblouissant, quoi, parce qu'il est tombé, mais raide baba du film c'était Le Havre, je me souviens. Il était mais comme un gosse, quoi. Il m'a dit, mais je savais pas que le cinéma, ça pouvait être ça. Donc, c'est des rencontres. Moi, ce que je sais, c'est que j'essaye au maximum autour de moi de pousser les jeunes à aller voir, mais je vous parle pas que de mon film, hein, mais d'aller voir des choses dont a priori ils sont loin, mais qui regardent. Et après, ils se feront leur idée. Ce qui est terrible, c'est quand on les traite comme des idiots et qu'on considère qu'ils ne sont amenés qu'à voir des choses bêtes et qu'on fait pas attention à l'imaginaire des gens. Si vous leur montrez que des trucs débiles, c'est sûr, ils vont aimer les trucs débiles. Mais quand vous leur montrez des trucs vraiment pas débiles, ils sont vraiment pas débiles. Donc voilà ce que je dirais à quelqu'un qui veut pas voir mon film. Ah ouais, j'en ai fait. Ben là, j'en ai fait la semaine cette semaine. Ah ben c'était génial. J'ai fait un débat, je sais plus quand c'était, mardi ou mercredi. Il y avait dans la salle que des paysans. On a parlé David Braun pendant 40 minutes. Et heureusement, je m'y connaissais, quoi. Heureusement, j'avais un peu travaillé le sujet parce que, mais c'était génial, quoi. Et ouais, puis on est revenu au cinéma, mais par la machine, quoi. Qu'est-ce que c'est que la machine au cinéma? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette puissance, etc., etc. Non, c'était très, très drôle. Eh ben, j'avais très peur. Ouais, bah, après, on est tous des caricatures de nous-mêmes, hein. Ce que j'espère, c'est que le film, il part sur une caricature, parce que Franck, il est pas mieux, hein. Non, il est pas mieux. Il est même insupportable au début. Et puis... Ouais, moi j'avais peur, et surtout d'un dont je m'étais beaucoup inspirée, qui est un agriculteur, un éleveur de bovins, c'est Michel, quoi.
qui a 300 hectares, assez riche. Alors, il roule pas sur l'or, hein, mais ça va, quoi. Il a la piscine, il a le gros 4x4. Et il a ce truc de chercher des filles sur Internet parce qu'il n'arrive jamais à trouver des filles. Comment il me dit? Est-ce qu'elle va être bonne à l'ouvrage? Et là, j'ai dit, ah oui, ça risque d'être un gros problème. Donc, et j'y vais quand même avec Michel. Et j'avais très, très peur. Et ça m'a vachement émue parce qu'il adore le film. Et il me dit, mais t'es incroyablement juste. Alors que j'étais sûre qu'il allait me dire... Et tous n'ont pas trouvé... Il y en a un qui a trouvé que j'exagérais avec la Pâque. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi, parce que ce que je raconte de la Pâque, c'est texto ce qui est arrivé à plusieurs personnes que je connais, quoi. Mais donc, il y avait chacun se plaçait, mais en tout cas, ma fierté, c'est que j'ai pas collé la honte aux paysans. Ça m'a fait plaisir. Surtout lui. J'aimerais poser une question. Est-ce que quelqu'un dans la salle a un tracteur? Voilà. Et vous avez quelle marque alors, vous? J'ai l'international, mais le 733. Ah, vous avez le... Voilà, et je l'ai payé, je l'avais payé moitié prix. 3005. Parfait. Sauf qu'il est tout le temps en panne. Donc voilà, c'est raccord. Et que j'ai appris aujourd'hui, c'est drôle, que ma femme m'a dit qu'il avait été réparé. Ah, c'est génial. Super nouvelle. Donc, je vais pouvoir rentrer et refaire un peu de tracteur. C'est un grand soir. Oui, est-ce que le tracteur est quand même un truc dans le milieu paysan quand même. Et j'ai vu un film de femmes, alors je me rappelle pas le titre, et il parle beaucoup du tracteur et les femmes qui n'ont pas, qui prennent le tracteur dans le monde paysan, c'est compliqué parce que c'est un truc d'homme le tracteur. Je sais pas si c'est si compliqué. Ah si, aujourd'hui, ah ouais là, les femmes qui voilà, c'est. Il y a un film qui est sorti, un petit film de femmes qui monte une pièce de théâtre là, justement sur le mouvement féminin dans la. C'est qui le patron, puisqu'il y a ça aussi. Et le tracteur, justement, elles en parlent pas mal parce que c'est la virilité, le tracteur. C'est que non, mais ça, depuis tout temps, on laboure la terre profondément. Enfin, c'est un truc hyper viril, le tracteur. Mais moi, je suis frappée, en tout cas dans la région où j'ai tourné, où j'habite, les femmes conduisent autant le tracteur que les hommes. Mais là où vous avez raison, c'est qu'à l'instant où elles sont dans le tracteur, elles sont dans un rapport viril, c'est-à-dire elles sont masculines. Moi, j'adore les tracteurs, j'ai un tracteur, je suis complètement un garçon quand je monte dans le tracteur. Parce qu'il y a un truc très fort. Mais j'ai pas l'impression que les femmes, surtout aujourd'hui en agriculture, soient reléguées à des postes Essayez de trouver ce film-là, vous verrez. D'accord. En tout cas, pas chez moi. Je suis très content. Vive le Limousin. Dans le Limousin, on laisse les filles monter sur les tracteurs. Non, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont encore reléguées à la comptabilité et à s'occuper des enfants. Ça oui. Voilà. Et elles sont pas considérées. Souvent, elles ont même pas de retraite. Quand le mari. Dans le mari, il en a pas beaucoup non plus. Oui, il en a pas beaucoup, mais il a un statut quand même. Et souvent, elles ont pas de statut. Et c'est encore très présent aujourd'hui. C'est pas anodin, quoi. Je veux dire, ça. Bon, ça se modifie, ça change parce que le monde change. Voilà. Mais vous êtes venu pas très loin. Je pense que même vous êtes passé sur le bord du Lot. Là, il y a des images. Quand il y a le blanc, là, vers Cahors, là, en allant. Voilà. Ouais. Mais sinon, est-ce qu'il y a une dernière question, quelque chose? Parce qu'il va être temps de... Il va être tard. Il va falloir rentrer. Il faut rentrer en tracteur. Voilà.
Ah bah ça me fait super plaisir, merci beaucoup. On va emmener tous les genoux qu'on connaît autour de nous. T'es obligé de le voir. Oh non, pas ça, pas un film français, non, pitié. Ben, merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci Émilie.